Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Et pour cette semaine de carnet de lecture, j'ai pas mal de choses à vous raconter. J'ai un avis lecture à vous donner sur ce roman, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, publié chez Gallmeister. J'ai également ma lecture audio en cours dont j'aimerais vous parler. Et puis j'ai mes deux derniers cadeaux d'anniversaire à vous montrer. Cadeaux d'anniversaire livresques que j'ai très envie de partager avec vous ici. Et bien écoutez, on y va, c'est parti. On commence par le Sarah Walker. La semaine dernière, j'ai dévoré cette petite bricasse qui ne fait pas moins de 620 pages. On est donc sur un roman d'inspiration gothique que j'ai fait exprès de garder pour Halloween et pour la fin du mois d'octobre. L'ambiance est très pesante et du coup ça va parfaitement avec la période. Les voleurs d'innocence, ça parle de la famille Chapelle, et plus précisément des sœurs Chapelle. Elles sont au total 6 et ont des noms de fleurs. Donc vous avez Aster, Rosalinde, Kala, Daphné, Iris et la dernière c'est Hazel, voilà. Et ce sont les héritières, si vous voulez, de l'Empire Chapelle, et la famille Chapelle a fait fortune grâce aux carabines Chapelle. Et du coup, elles ont forcément fait fortune grâce aux deux guerres mondiales, puisque le roman se passe en 1950. Et donc la famille Chapelle a quand même pas mal de sang sur les mains, puisqu'ils ont fait fortune sur la mort finalement. C'est particulier, les sœurs Chapelle, elles vivent avec leurs parents dans un manoir très spécifique, à l'architecture particulière. Elles appellent ce manoir le gâteau de mariage, puisqu'il est constitué de différentes couches, un peu comme un gâteau. Et donc c'est pour ça, donc elles l'appellent le gâteau de mariage. Elles vivent avec leurs deux parents, le père est assez austère, la mère est, on pourrait dire folle, en tout cas elle est un peu extra-lucide, on va dire qu'elle ressent beaucoup les choses et oui, elle a un lien particulier avec la mort et avec les esprits, donc elle est un peu là-dedans. Et donc autour de ces deux parents et de ce couple qui ne s'aiment pas, qui vivent ensemble, mais parce qu'ils sont un peu contraints de le faire, vous avez les 6 sœurs qui gravitent et c'est vraiment très très bien. Alors, dès la lecture de la 4e de couverture, vous savez ce qui va se passer dans ce roman, c'est-à-dire que on sait que les 6 sœurs Chapelle sont entre guillemets maudites, et en fait, dès qu'elles se marient ou dès qu'elles ont une relation charnelle avec un homme, elles meurent instantanément, ou presque, enfin en tout cas tout de suite après. Et, euh, et donc on sait très bien en fait que les sœurs Chapelle, elles sont destinées à mourir, donc il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à l'histoire. Et c'est pas la surprise qu'on cherche quand on lit Les voleurs d'innocence, c'est plutôt l'ambiance particulière. On est vraiment sur un roman d'ambiance, il faut le savoir en commençant le livre, on est sur cette ambiance très gothique, euh, très mystérieuse, avec beaucoup de secrets, avec beaucoup de non-dits. On a cette espèce de sort là, cette espèce de... Ouais, cet espace de sort qui s'acharne un peu sur les sœurs Chapelle, on a l'impression qu'elles sont maudites, et c'est ça en fait qui fait toute la force du roman, c'est vraiment l'ambiance très pesante, oppressante, on sent qu'il y a quelque chose, on sait pertinemment que dès qu'elles vont s'approcher d'un homme, bah, ça va leur être fatal, pardon. Et en fait c'est assez bien fait, franchement on va pas se mentir, c'est même très bien fait. Moi je l'ai vraiment dévoré, alors le début du roman a été un peu long pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs parce que l'autrice prend le temps de développer un peu la famille, de décrire un peu la relation entre les sœurs, les différentes sœurs, et c'est très bien, mais quand même il y a quelques longueurs, et on met du temps à arriver à l'action en tant que telle, quoi, au fin mot de l'histoire, donc c'est vrai que le début m'a paru un peu long, par contre après franchement j'ai dévoré le roman. Je pense que je l'ai terminé un jour, ça devait être le week-end dernier, je pense, je sais plus. Enfin, en tout cas, je l'ai terminé en une journée où j'ai lu 250 voire 300 pages dans la journée, en fait, tellement j'étais complètement embarquée par le roman et je ne voulais pas m'arrêter avant de l'avoir terminé. Et puis je suis très très contente de m'être écoutée sur ce coup-là et de l'avoir dévoré parce que c'est une très bonne lecture. On n'est pas sur un coup de cœur parce que, comme je vous disais, il y a eu ces longueurs un peu au début du roman qui me faisaient dire que c'était quand même un peu...
Enfin, on aurait pu réduire un petit peu cette partie-là et enlever un peu des longueurs. Donc on n'est pas sur un coup de cœur. J'aurais aimé peut-être avoir quelques explications sur le fait que les sœurs Chapelle soient un peu maudites. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'explications. On n'en a pas, mais bon, c'est pas forcément trop dérangeant. C'est ce qui fait aussi le charme du livre. Donc voilà, on n'est pas sur un coup de cœur, mais en tout cas c'est une excellente lecture. Et si vous aimez les romans d'inspiration gothique, là avec celui-ci vous allez être servi, je vous dis 1950 aux États-Unis, c'est juste une super ambiance et c'est hyper agréable à lire. Sinon, je voulais aussi vous parler de ma lecture audio puisque j'ai bien avancé, il me reste 3 heures d'écoute sur 11 heures, donc quand même on est bien avancé là. J'ai craqué et ça faisait longtemps que j'avais envie de craquer, donc je suis très contente de l'avoir fait. J'ai pris à l'audio le 3e tome de la saga Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Le 3e tome s'appelle Les heures incertaines et donc on retrouve les personnages de la saga, donc Lady Julia Ashford, Will Murphy, Lady Emily Allen, Archie Marsden, enfin voilà, tous les personnages un peu emblématiques de la saga, avec les frères de Will Murphy, Mary, sa sœur, enfin voilà, on retrouve tous ces personnages, tous les personnages qu'on avait quittés dans le 2e tome, et alors je vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 3, donc ça n'a pas d'intérêt, je vais pas trop vous spoiler. Là, en l'occurrence, on est après la Première Guerre mondiale. On avait quitté les personnages dans le tome 2 à la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, on est en 1919, en plein dans la conférence de paix. Enfin, voilà, on est sur l'année où la paix est en train de se construire entre les différentes nations. Et c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup en fait l'évolution de cette saga. C'est vrai que sur le premier tome, Les rêves de nos mères, on était vraiment sur un roman enfin, plutôt romantique, plutôt d'inspiration romantique. Et le 2e tome était complètement différent parce qu'on était vraiment plutôt dans un roman historique où on parlait beaucoup de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans ce 3e tome. Et moi, j'apprends énormément de choses. On sent que Karine Pitoki, elle s'est beaucoup renseignée, elle a des connaissances historiques très poussées et franchement moi j'apprends beaucoup de choses en écoutant ce roman, donc j'aime beaucoup, j'adore. Que vous dire de plus si ce n'est que c'est une saga que j'adore en fait, je suis complètement fan de cette saga. Je pense que parmi les sagas historiques du moment et celles qui sont sorties récemment, c'est la saga historique que je préfère en toute honnêteté. La Villa aux étoffes, j'ai pris le parti d'abandonner cette saga parce qu'elle est beaucoup trop lente à mon goût et beaucoup trop contemplative, ça me plaît pas plus que ça. Les héritières de Lovenhoff, alors j'avais eu un immense coup de cœur pour le premier tome, le second m'a un petit peu déçu, donc j'attends de voir le 3e, mais vraiment pour le moment, dans les sagas un peu contemporaines, mais qui racontent les sagas historiques qui viennent de sortir, qui sont assez récentes, publiées notamment chez Charleston, parce que je crois que les 3 sont publiés chez Charleston, c'est celle-là que je préfère, quoi, vraiment, et de loin. Donc je suis très contente de retrouver tous les personnages, très contente de me laisser complètement embarquer. C'est une saga que je n'ai absolument jamais lue en papier, c'est vraiment une saga que j'ai découverte à l'audio et que j'aime écouter à l'audio. Donc du coup, c'est un peu mon petit plaisir coupable. Je suis ravie de craquer à chaque fois quand un tome paraît pour écouter le roman. Donc je viendrai vous en reparler à la fin, mais pour l'instant, en tout cas, le 3e tome ne fait pas exception à la règle. Je l'adore comme les 2 premiers, donc bon, on va voir ce qui se passe à la fin. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome en vrai, hein, donc bon, j'avoue que parfois je me dis oh là là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va bien pouvoir encore leur arriver, tellement il leur arrive des choses, mais bon, c'est l'ambiance et c'est le côté historique aussi qui veut ça. On est quand même sur une période assez. Enfin, loin d'être calme et assez tempétueuse. Donc c'est normal aussi qu'il y ait énormément de choses qui se passent dans la vie de Lady Ashford et de toute sa famille. Donc, Et pour finir, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes 2 derniers cadeaux de Noël. Pardon, on n'y est pas du tout. D'anniversaire que j'ai reçus la semaine dernière, le week-end dernier. Ce sont les 2 livres qui m'ont été offerts par mes parents. Donc du coup, je vous montre ça. Mon beau-père m'a offert roman terrifiant. Là aussi, on est encore dans la période un peu Halloween, un peu le mois de novembre, là, vous voyez, c'est encore bien
une bonne période en tout cas pour lire beaucoup de thrillers, beaucoup de romans terrifiants, beaucoup de romans gothiques, c'est parfait. Donc on est sur une parution de chez Robert Laffont, et donc Roman terrifiant, c'est un livre qui recense un certain nombre d'histoires. Donc vous avez notamment le château d'Otrante de Horace Walpole. Je vous en avais un petit peu parlé dans ma vidéo sur ma sélection des 13 romans d'inspiration gothique, puisque c'est ce roman-là qui a vu naître le genre gothique. Donc je suis très curieuse de le lire, j'espère pouvoir le lire assez prochainement. Vous avez également l'italien ou le confessionnal des pénitents noirs de Anne Radcliffe, le moine par Matthew Gregory Lewis, les élixirs du diable par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, et vous avez Melmoth ou l'homme errant par Charles Robert Mathurin. Bon, en toute honnêteté, à part le château d'Otrante de Horace Walpole et puis Anne Radcliffe, les autres je ne connais pas du tout. Donc ça va être l'occasion de découvrir un petit peu, mais ça me tente, je suis trop contente, hein, franchement en vrai. Alors on est sur un roman qui fait presque 1000 pages, et vous voyez c'est un roman qui est écrit quand même, c'est une édition très serrée, enfin en termes de mise en page on est sur quelque chose de très serré. C'est une édition très conséquente hein, quand même. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Finalement j'ai pas l'impression que, par exemple, le château d'Otrante, il a pas l'air très gros. Je sais pas, là il a l'air de faire 80 pages. Bon alors 80 pages en version très petite certes, mais bon, ça peut peut-être se lire très facilement, à voir. Donc premier roman que j'ai reçu, et deuxième roman qui m'a été offert aussi par ma mère et mon beau-père, c'est ce livre-là de Viviane Moore, donc Le souffleur de cendres. Je vous lis la 4e de couverture. Paris, hiver 1587. La glace a figé les eaux de la Seine, les miséreux envahissent les rues. Au Louvre, le premier valet du roi trouve sur la table de chevet d'Henri III une figurine de cire percée d'aiguilles et une bougie d'envoûtement. Le jeune commissaire Jean Dumoncel devra mener l'enquête au plus près du pouvoir, mais surtout découvrira une nouvelle facette de cet art étrange qu'est l'alchimie. Une fois de plus, sorcellerie et médecine se côtoient, le passé et le présent se mêlent, séparant Jean de son amante, la mystérieuse Sibylle, disparue sans laisser de traces dans le dédale de la cour des miracles. Voilà. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu qu'il y avait une Sibylle, qui d'ailleurs le prénom s'écrit exactement comme le mien, donc c'est assez drôle. Parce qu'il y a tellement de façons d'écrire le prénom Sibylle qu'on ne le voit pas forcément. C'est rarement la même écriture que mon prénom, mais voilà, là c'est le cas. Donc, Le souffleur de cendres. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout, donc dites-moi. Bon, en tout cas, on est sur un roman policier historique, donc logiquement, il n'y a pas trop de doute, ça devrait me plaire. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Du coup, moi je vais vous laisser là. On est sur un samedi après-midi très pluvieux, très venteux, puisque nous sommes en pleine période de tempête dans l'ouest. Donc on a eu la tempête Kiaran en début de semaine, et là maintenant nous avons la tempête Domingo que nous attendons d'ici 2-3 heures je pense. Donc autant vous dire qu'il fait un temps exécrable. Ce matin je suis sortie, je suis allée à la bibliothèque et au marché avec mon fils. Bon, on s'est pris une espèce de tempête de grêle sur la tête, c'était pas très beau à voir. Donc je pense que cet après-midi et ce soir on va rester plutôt tranquille à l'abri. Et donc j'ai prévu quelques activités manuelles avec mon fils. Mais je vais aussi en profiter pour lire. Je ne vous ai d'ailleurs pas parlé de ma lecture en cours, je suis en train de me dire, je vais vous la chercher. Ma lecture en cours est Frankenstein de Mary Shelley. Vous allez vous dire, ok, on n'est que sur des lectures frissonnantes, mais oui, effectivement. Après, encore une fois, c'est la période qui veut ça. Moi, je suis une lectrice de saison, donc j'aime beaucoup rythmer mes lectures par rapport aux saisons. Et pour moi, les mois d'octobre et novembre, ce sont des mois qui se prête très bien aux lectures d'inspiration gothique, aux thrillers terrifiants, à ce genre de lecture. Donc, désolée si vous n'aimez pas trop ce genre de lecture, mais je pense que sur tout le mois de novembre encore, vous allez voir un peu ce style-là. On va être pas mal sur du polar, pas mal sur du thriller, pas mal sur des choses assez sombres et assez dark. Voilà. Donc là, je suis en plein dans Frankenstein de Mary Shelley. Bon bah, je vous le présente pas plus que ça, hein, parce que c'est un grand classique de la littérature quand même.
Je peux même pas vraiment vous lire la quatrième de couve parce que c'est un extrait du roman, donc ça ne vous dira pas grand chose, mais Frankenstein, c'est l'histoire de Victor Frankenstein, qui est le créateur de ce monstre, entre guillemets, qui va prendre vie et qui s'appelle Frankenstein, du nom de son créateur. Voilà, donc c'est vraiment pas mal comme lecture. Alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que on débute le roman avec... en fait, c'est le narrateur qui explique dans des lettres qu'il envoie à sa sœur, je crois. Oui, c'est ça. Alors le narrateur s'appelle, j'ai un doute, Robert je sais pas quoi, voilà, Robert Walton. Et donc il envoie des lettres à sa sœur et donc il raconte son expédition dans l'Arctique, je crois, je sais pas trop, enfin bon, bref. Et il raconte surtout sa rencontre avec Victor Frankenstein. Et en fait, au début, c'est un petit peu lent. C'est un petit peu lent, mais après, c'est aussi le style qui veut ça. On est sur un style très classique, hein, donc bon, c'est pas étonnant. On est sur un style classique et en plus sur un roman d'inspiration gothique, donc avec qui va être un roman plutôt d'ambiance et pas forcément un roman d'action. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé que c'était un peu long. Là, j'en suis à la page 88, donc j'avance doucement mais sûrement. Et là, je commence un peu plus à rentrer dans l'histoire et à me prendre un peu au jeu. Donc, je viendrai vous en reparler, mais je pense que ça va être la lecture qui va m'accompagner quand même pour toute une partie. Alors, pour tout le week-end, ça c'est sûr, et peut-être pour toute une partie de la semaine, parce que, mine de rien, on n'est pas sur quelque chose de très court. Hein. On est sur un roman qui fait presque 400 pages. Donc, un roman de 400 pages qui est plutôt un roman classique, pas quelque chose qu'on lit en 2 jours non plus. Donc je vous en reparle très vite. Sur ce, je vous laisse là et je vous reprends plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi midi. Je viens de me faire couler un café. Et je m'apprête à reprendre à travailler. Je suis en télétravail aujourd'hui. Donc du coup, je viens vous parler juste avant de me plonger dans une après-midi studieuse. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai terminé mes 2 lectures en cours qui étaient donc Frankenstein de Mary Shelley et le 3e tome de la saga Les rêves de nos mères de Karin Pitoki que j'écoutais à l'audio. Tout d'abord, Frankenstein de Mary Shelley. Je vous en ai déjà un petit peu parlé en début de semaine. Frankenstein, pour vous la faire assez courte, c'est un roman épistolaire où on va avoir Robert Walton, qui est le narrateur de l'histoire, qui va raconter dans des lettres qu'il écrit à sa sœur sa rencontre avec Victor Frankenstein, qui est un chercheur, un scientifique tout simplement. Et Victor Frankenstein a beaucoup de choses à raconter, et il va notamment raconter comment il a réussi à donner vie à un monstre qu'il a lui-même créé finalement. Voilà. Donc c'est toute l'histoire de Victor Frankenstein et de sa créature que l'on va avoir qu'on va suivre à travers les échanges entre Robert Walton et sa sœur. Frankenstein, alors que vous dire, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vous avais dit en début de semaine que je trouvais ça un petit peu lent. Alors, je vous avais dit que c'était notamment dû au style, puisqu'on est sur un roman plutôt d'ambiance. Alors, mea culpa, je retire ce que j'ai dit, on n'est pas sur un roman d'ambiance. Alors certes, on a une ambiance gothique qui se détache, on a une ambiance pesante, une ambiance terrifiante, mais on n'est pas sur un roman d'ambiance comme ce que je pouvais retrouver dans Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, dont je vous ai parlé, puisque dans ce roman-là, on est quand même sur de l'action. Il y a énormément d'action. Il se passe beaucoup de choses et pour le coup, l'action s'enchaîne. On a à peine le temps de reprendre notre souffle que, hop, on est déjà passé à autre chose. Donc on n'est pas sur un roman d'ambiance pur et dur. Clairement, il y a beaucoup d'action. C'est d'ailleurs ce qui m'a plu parce que le début du roman, je le trouvais un petit peu lent, justement parce qu'il n'y avait pas énormément d'action. Et finalement, passé les 80 premières pages, on rentre très vite dans l'action et on s'accroche très vite à l'histoire de Frankenstein. J'ai bien aimé, vraiment ça a été une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur parce que comme je vous disais, ces 80 premières pages là qui m'ont un peu laissé qui ont fait que ma lecture était un peu en dents de scie, mais c'est vraiment un bon roman classique, c'est une bonne histoire et
Et je comprends l'engouement qu'il y a pu avoir autour de ce livre qui, je pense, quand il est sorti, a dû faire beaucoup de bruit parce que c'était franchement pas dans la coutume de lire ce genre de roman, clairement. Donc, donc très bonne lecture. À savoir parce que je sais que j'en ai déjà parlé avec certaines d'entre vous sur Instagram qui m'avaient demandé si la plume était accessible. Alors, on est sur une plume d'une autrice classique, hein. C'est Marie Shelley, ça a été écrit il y a plusieurs siècles, donc forcément, on est sur quelque chose qui est assez travaillé, on est sur une plume classique, on n'est pas sur quelque chose Enfin, on n'est pas sur du Virginie Grimaldi ou du Karen Pont, hein, clairement. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une plume classique abordable. Voilà, donc c'est quand même accessible. C'est pas, il n'y a pas énormément de tournures de phrases pompeuses. On n'est pas dans quelque chose de très lourd, de très compliqué à comprendre. Non, non, pas du tout. Mais ça reste quand même des tournures de phrases classiques. On est dans un style classique, donc bah voilà, c'est quand même une écriture qui est un petit peu plus difficile à lire que les romans contemporains dont on a l'habitude et que l'on peut lire aujourd'hui. Donc, ne soyez pas étonnés. Ça n'empêche que si vous débutez et que vous n'avez jamais lu de classique, puisque j'ai deux ou trois d'entre vous qui m'avaient dit que bah, ça vous tentait énormément, mais que vous n'aviez jamais lu de classique ou alors que le style classique c'était vraiment pas votre genre, pour le coup ça peut vraiment être une bonne idée de vous lancer dans la lecture de Frankenstein, parce que malgré ce qu'on peut croire, là on est sur un roman qui fait 400 pages, mais finalement, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit très gros. Donc la mise en page fait qu'on est sur un gros roman, mais en réalité je pense pas qu'il soit si gros que ça. Donc ça se lit assez rapidement, assez bien, et on n'est pas sur une plume très compliquée à comprendre. Donc si vous avez envie d'un classique, étant donné la période, étant donné les tempêtes, étant donné la météo, celui-ci est plutôt pas mal, je dois l'avouer. Changeons totalement de style. Je voulais vous faire un petit retour très rapide, parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, de ma lecture audio qui était le 3e tome de la saga Les Rêves de nos mères de Karine Pitoki. Ce 3e tome s'intitule Les Heures incertaines, et donc comme je vous le disais, on retrouve tous les personnages emblématiques de la saga dans ce 3e tome, qui se passe exclusivement en 1919. Donc c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, puisque on est sur une année un peu charnière, 1919. C'est la fin de la guerre, on est en plein dans la conférence de paix, et on se rend compte que cette année va permettre de voir arriver les années 20 et entre guillemets le nouveau monde. Et on se rend compte vraiment que beaucoup de choses évoluent dans la politique, dans le paysage de l'après-guerre, dans la façon dont peut être organisée l'Angleterre à cette époque-là. Donc il y a beaucoup d'éléments historiques qui sont extrêmement bien documentés, et ça je trouve que Karine Pitoki elle fait un travail exceptionnel en termes de recherche documentaire sur l'histoire. Moi j'apprends plein de choses que je ne connaissais pas. Et pourtant la Première Guerre mondiale, on l'a étudiée à l'école. Moi c'est une période que j'aime bien, donc que je connais bien, mais ça n'empêche que il y a plein de choses que je ne savais pas. Donc c'est très bien, j'en apprends tous les jours, c'est parfait. Mais voilà, donc c'est un excellent tome, j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir retrouvé les personnages, particulièrement Emily, qui reste mon personnage préféré dans la saga. Je l'avais déjà dit quand j'avais fait ma chronique du 2e tome, mais vraiment là, ça se confirme. Emily, ça reste mon personnage un peu chouchou. Je trouve que c'est une femme très avant-gardiste pour son époque, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a du tempérament, et franchement ça fait du bien de voir ce genre de personnage dans un roman de cette époque-là. Donc c'est vraiment très bien. Le contraste est assez saisissant entre elle et sa cousine Julia Ashford, qui est entre guillemets le personnage principal de la saga. Julia elle est attachante, mais on voit bien qu'elle est... elle a l'habitude du luxe, elle a été élevée dans le luxe, elle est très à cheval sur les grands principes, et on sent qu'elle a du mal à s'habituer à des situations qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc c'est assez drôle, parce que le contraste est saisissant entre les deux, mais c'est ce qui fait la force du roman, donc c'est très bien. On a des héroïnes qui se complètent, mais qui sont complètement différentes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce 3e tome. En tout cas, sachez que si vous n'avez pas encore craqué pour cette saga,
Si vous aimez les sagas historiques, les sagas familiales historiques, celle-ci, elle devrait forcément vous plaire. Moi, j'en suis vraiment persuadée. C'est, pour moi en tout cas, la saga historique qu'il faut lire si vous aimez lire à cette entre guillemets sur cette période-là. Si c'est quelque chose que vous appréciez, pour moi, ça fera carton plein et la saga va vous plaire. Du coup, vu que j'ai terminé mes lectures, j'ai commencé une autre lecture papier, électronique, sur liseuse, puisque je suis en train de lire un partenariat avec NetGalley et la maison d'édition La Martinière. Je lis le dernier roman de Ragnar Jonasson. Donc c'est un roman écrit à 4 mains par Ragnar Jonasson et par la première ministre islandaise. Donc j'ai trouvé ça assez drôle parce que c'est quand même assez cocasse comme situation d'avoir un auteur qui s'associe à une première ministre pour écrire un polar, parce qu'on est sur un polar. Du coup, c'est assez drôle. Donc, ce polar s'appelle Reykjavik, du nom de la capitale islandaise, et donc on est sur un polar glaçant à souhait, comme on les aime. Je ne peux pas vous faire de récap pour le moment, parce que je ne suis pas assez avancée dans ma lecture. Pour être entièrement honnête, j'ai commencé ce matin, j'étais en pleine insomnie, j'étais mal positionnée, enfin je sais pas ce que j'ai fait cette nuit, mais du coup j'avais hyper mal au cou. Et du coup, je me suis arrêtée j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, on va arrêter d'essayer de dormir, ça ne sert à rien. Du coup, à 6h du matin, j'ai pris ma liseuse pour commencer ce roman. Donc je ne suis pas très éloignée encore dans ma lecture, pas très avancée en tout cas, j'en suis page 55, donc je prends mon temps, mais je pense que ça va me plaire. Pour info, c'est mon premier Ragnar Jonasson. Si vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez pas. J'avais hésité à m'acheter la dernière fois en librairie 10 âmes pas plus, mais je n'ai pas vu que des très bons retours. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur titre pour découvrir l'auteur. Donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations à me faire sur Ragnar Jonasson. Sur ce, je vous laisse là, je retourne travailler. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi midi, je prends le temps rapidement de venir vous parler tout simplement pour clore ce carnet de lecture. Alors je suis désolée pour les personnes qui préfèrent les vlogs longs, celui-ci sera plutôt court, mais que voulez-vous, on ne peut pas faire toutes les semaines des vlogs d'1 heure, ce n'est pas possible. Donc celui-ci sera peut-être plutôt aux alentours de 30-40 minutes, je préfère vous prévenir. Donc, avant de clore le carnet de lecture, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je voulais vous donner une information importante qui peut vous intéresser. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous les voyez passer régulièrement. J'ai sous les mains les marque-pages de Eve. Donc j'en ai quelques-uns, j'ai même le marque-page de Noël pour la période à venir. Eve, elle a créé une boutique Etsy. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. La boutique Etsy de Eve s'appelle Poésie Home et donc vous avez plein de petits éléments de papeterie. Elle crée et elle confectionne tous ces éléments de papeterie. Donc vous avez bien sûr des marque-pages, mais vous n'avez pas que des marque-pages. Vous pouvez retrouver par exemple des petites cartes. Là je vous en montre une qui est plutôt sur le mood automnal, mais voilà, donc vous voyez, vous pouvez écrire derrière. Et vous avez d'autres cartes sous des formats un peu plus classiques. Vous voyez, hop, comme ça. Ça, c'est plutôt la petite carte de Noël que j'adore. Celle-là, vraiment, je l'adore. Donc, si vous avez des petits cadeaux à faire pour des calendriers de l'Avent, par exemple, ou si vous voulez envoyer des cartes de vœux, eh bien, n'hésitez pas à aller sur sa boutique Etsy. En ce moment et sur tout le mois de novembre, vous avez le code promo que je vous mettrai ici, qui doit être Sibylle25. Et avec ce code promo là, vous avez moins 25% sur toute la boutique de Eve, donc c'est vraiment intéressant. Franchement, ces marque-pages sont très sympathiques. Moi, je le dis toujours, il y a toujours des petites citations ici, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça met du peps un petit peu quand on reprend sa lecture. Et ça permet en fait de soutenir une petite créatrice, donc c'est
c'était vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique, moins 25% pour tout le mois de novembre. Voilà. Ceci étant dit, niveau lecture, alors je vais pas parler pendant 30 minutes, hein, clairement. Niveau lecture, j'ai encore fait n'importe quoi. Donc j'ai repris une lecture audio, je ne vous en parle pas pour l'instant, j'en suis au tout début. Et j'ai commencé 2 lectures papier, donc ça c'était vraiment pas l'idée du siècle, mais bon écoutez, c'est comme ça. J'ai donc attaqué Reykjavik de Ragnar Jonasson. Alors c'est un roman qui est écrit à 4 mains, il est écrit par Ragnar Jonasson et par la première ministre islandaise. Alors je n'ai plus son nom en tête. Mais du coup j'ai commencé ce roman-là qui est un service de presse que j'ai reçu via NetGalley et la maison d'édition La Martinière. Je suis très contente de l'avoir reçu parce que je n'ai jamais lu de Ragnar Jonasson. Je crois que je vous l'ai déjà dit tout ça, c'est possible, je ne sais plus. Bref, j'ai commencé, j'en suis à la moitié. Pour le moment, j'aime bien. Ça se met en place gentiment. Je sais pas pourquoi, là, ces derniers temps, je n'ai pris que des romans où les débuts sont assez lents. Donc ça m'embête un peu parce que je suis dans une période où je suis plutôt... assez lasse, enfin je me lasse assez vite, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc du coup, quand ça va très très lentement, j'ai un peu de mal à m'accrocher. Donc ça ne va pas forcément avec mon mood du moment, mais écoutez, la lecture est quand même assez sympathique, c'est très mystérieux, on attend un petit peu de savoir ce qui va se passer, mais pour le moment ça me plaît pas trop mal. Donc je viendrai vous en reparler plus tard, je vous parle pas de l'histoire ni rien, parce que vraiment pour le moment j'attends de voir ce que ça va donner. Et en parallèle de ça, j'ai commencé un autre roman, là cette fois-ci en version papier, puisque Reykjavik c'est en version numérique. Donc version papier qui est le premier tome de la saga familiale Les Chemins d'Abeline. Donc c'est le premier tome s'appelle Louise et donc on est sur une saga familiale historique pour le coup et donc c'est publié chez Gaëlis Éditions. Alors voilà, j'en suis là, donc autant vous dire que j'ai vraiment tout juste commencé, j'en suis à la page 39, donc au 4e chapitre. Bien évidemment, je ne vous en parle pas maintenant, je viendrai vous en reparler, mais c'est pour vous donner un petit peu l'état des lieux de mes lectures actuelles, en sachant que je vais commencer un nouveau roman dans 2 jours, puisque je commence une lecture commune avec Nathalie, du compte Natty Scarlett, que je ne présente plus, puisque c'est un peu mon binôme de lecture commune, souvent. Donc voilà où j'en suis. Voilà. Donc dites-moi si vous êtes un peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire que vous commencez plein de livres et puis vous vous lassez vite, alors il faut que ça aille très vite. Ou si au contraire, vous arrivez à faire des belles découvertes et vous arrivez à enchaîner les lectures rapidement, c'est possible aussi, hein, ça dépend des périodes tout simplement. Sur ce, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère que vous aurez noté quelques lectures intéressantes. Comme vous avez pu le voir, on est plutôt sur une semaine avec des lectures plutôt frissonnantes, hein, très frissonnantes, plutôt terrifiantes même. Sauf la saga familiale historique de Karine Pitoki. Où là, on est quand même sur quelque chose. Saga familiale chouchoute. Mais bon, j'espère que ça vous aura permis en tout cas de noter quelques titres. N'hésitez pas à me dire ceux qui vous tentent. Je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!